Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Littérature et culture afro-américaine, dirigée par Marie-Rose Abomo-Morin, Humberto Luiz Lima de Oliveira et Maurice Amuri Mpala Lutebel. De plus en plus, le travail sur les littératures et les cultures rapproche des chercheurs de différents continents, mais la volonté de confronter les savoirs, les études et les productions se fait plus ardente. Si la culture est la somme de tout ce que l'homme crée, de mental, de spirituel et de matériel dans son processus d'intégration à la nature et de la nature à lui, la littérature apparaît alors comme son lieu de représentation, de conservation, de transmission et même de création, littérature entendue comme englobant une gamme de grands domaines d'activité intellectuelle. Devenant ainsi une propriété spécifique des sciences humaines et sociales, la littérature dans cette collection élargit son sens aux sciences de la nature, sociales, historiques, juridiques, économiques, politiques, etc. Par le choix de ce sens large, littératures et cultures afro-américaines offrent un cadre approprié à la visibilité des études, des créations, bref, des œuvres de l'esprit du monde afro-américain. Comité scientifique. Marie-Rose Abomomarin, UY1, CERPYGIERRA Cameroun, CELCFAM Brésil. Humberto Luiz Lima de Oliveira, Université d'État de Feira de Santana, CELCFAM Brésil. Maurice Amuri Mpala Lutebel, Université de Lubumbashi, CELTRAM RD Congo, CELCFAM Brésil. Célina Darojo SCHINOVITZ, CELCFAM Brésil. Papa Samba Diop, UPEC GRELIF Li France. Alice Delphine Tang, Université de Yaoundé Université de Douala Cameroun. Joseph Ndinda, Université de Douala, CERPYGIERRA Cameroun. Christian Mbarga, Université Saint-Thomas New Brunswick, Canada. Julien Kaïel ANGAMUSINDE, Université d'Angers, France. Alain Vuillemin UPEC Li France. Françoise Ugéo CHUKWU, UK. Takiko Nascimento, CELCFAM, Université fédérale de Bahia, Brésil. Mihaela Chaplan, Université Spirou Arret de Bucarest, Roumanie. Comité de relecture. Pour les textes en français, Joseph Ndinda, Julien Kaïel ANGAMUSINDE, Marie-Rose Abomomarin. Pour les textes en anglais, Christian Mbarga, Alès Vrabata, Françoise Ugéo CHUKWU. Pour les textes en portugais, Humberto Luiz Lima de Oliveira, Evila de Oliveira, Antonio Gabriel Evangelista de Souza et Maria Conceição Costa Carvalho. Préface. La traversée culturelle du genre. Quel bilan au bout de 50 années de lutte ? Le désir de repousser les limites de son confort qui anime tout chercheur et tout chercheur l'entraîne malgré lui, au-delà de ses espérances. De même, le sujet ou le thème de recherche qu'on choisit ne manque pas de surprendre celui-même qui l'a conçu. C'est ainsi qu'apparaît la situation que connaissent les auteurs de la traversée culturelle du genre, Léontine Trogueil, Perpétue Blandinda et Elisa Djoumani. L'aventure était tentante et devait être belle. Convier les chercheurs ES du monde entier, de domaines et de disciplines divers, à réfléchir sur un sujet à la fois sensible et complexe relevait de la gageure. L'aventure fut belle et positivement concluante. Les questions concernant la femme n'ont cessé de bouleverser nos sociétés depuis Femme, réveille-toi de la Genèse. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges, 1791, à laquelle elle n'a pas survécu, relance ce sujet avec fougue. Si la cause de la femme a permis la montée en force, depuis la fin du XVIIIe siècle à travers le monde, des personnalités illustres défendant les droits féminins, sexe dit faible, l'amplification de cette lutte s'accompagne au XXe siècle d'avancées spectaculaires. C'est également dans le même temps que se dessine un combat, celui autour du genre. Ce dernier prend toute sa signification au-delà du féminisme. Cependant, l'intérêt de la traversée culturelle du genre, loin d'écarter certains aspects du thème autour desquels se concentrent de nombreuses études et analyses, se marque sur la focalisation de mots qui portent la réflexion, traversée et culturelle. Une traversée.
Voici un mot qui, d'une langue à l'autre, d'une région du monde à l'autre, totalise un ensemble de significations dont certaines apparaissent antinomiques. Si par traversée, j'entends un passage en revue d'une thématique, une consultation d'un sujet dans les pays du monde, l'adjectif culturel me renvoie à la manière dont on évalue la notion qui pose question dans les pratiques, les us et coutumes, les arts des différentes zones de l'univers. Aucun continent n'est absent dans cette contribution à la traversée culturelle du genre. Par ailleurs, si la réflexion s'ancre dans l'étude des sociétés en général, certains pays la portent particulièrement dans leurs recherches. Si les pays francophones sont massivement représentés, les informations venant du Japon, de Taïwan ou du Brésil rendent compte de la dimension universelle de la question à traiter. En français, mais également en anglais, la langue même devient elle aussi un outil indispensable au traitement du sujet. Ainsi donc, la problématique qui se pose est celle des moyens d'expression d'une inquiétude aussi sérieuse que complexe. En effet, que recèle la traversée culturelle du genre sur laquelle nous interrogent Léontine Trogueil, Perpétue Blandinda et Amia Elisa Djoumani? Quelles avancées percutantes livre-t-il sur le genre? Quels écueils et quelles déficiences surgissent des analyses récoltées? Alors qu'un premier recueil regroupant 39 contributions a déjà été publié aux éditions Le Graal en décembre 2018 par feu professeur Bikaku Parfait Diandué à qui nous rendons hommage, les textes se répartissent cette fois en 3 volumes. Ceux-ci rassemblent 33 analyses et réflexions, inégalement réparties. Si une même préface de Marie-Rose Abomo-Morin coiffe les 3 ensembles de textes, une seule introduction a également été préparée par les codirectrices de ces volumes. Les ouvrages que proposent nos 3 éditrices se conçoivent dans la continuité d'une vaste réflexion triptyque. Si le tome 1 se concentre autour des traductions culturalistes du genre, le second se focalise sur genre et tradition, tradition du genre, alors que le dernier présente les figures de l'androgynie. La lecture de cet ensemble amène tout d'abord à constater la complexification d'un concept, le genre. C'est ensuite que la notion de traversée convoque les moyens d'appréhension du thème proposé à l'étude. Littérature, genre littéraire, domaine de recherche et mouvement d'approche du sujet. La dernière étape de cette préface s'intéresse à la traversée et à ses écueils. Questionnement et incertitude. Richesse et complexité d'un concept, le genre. Les travaux réunis dans la traversée culturelle du genre se remarquent tout d'abord par leur richesse. Qu'on évoque la pluralité d'aspects d'études ou le lexique généré par la notion du genre, leur quantité autant que leur qualité justifie l'épaisseur du volume comme son contenu. Déclinaison et dérivation d'une donnée universelle. La lutte des femmes pour leurs droits, d'abord timide, puis progressive et enfin explosive, ouvre une brèche à de nombreuses autres revendications qui trouvent leur épanouissement dans la seconde partie du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Celle qui concerne le genre en particulier, se montre prolixe tant dans les situations particulières que communautaires. Elle produit ainsi un champ lexico-sémantique que l'ensemble des contributions met particulièrement en exergue. Dans leur brève introduction, les 3 éditrices scientifiques de la traversée culturelle du genre rappellent sommairement l'évolution de ladite notion. Le tome 1, les traductions culturalistes du genre, procède aussitôt à la mise en place d'une batterie d'explicitation et d'acception, en anticipant sur les possibles conséquences à moyen ou long terme. Elle recense des situations qui le portent ou qui en constituent la conséquence. Adjoumani, tome 1.1, écoute les écrivaines de la diaspora africaine. Et d'emblée, la culture s'impose comme une donne difficile. Cependant, si l'historique qu'elle trace emporte les thèmes fondamentaux, le genre, le sexe, le féminin et le masculin, Adjoumani insiste sur la variabilité de la perception du genre. Ce que fait également Lévy T3-8, dans Autresse genresse au Japon, anthropologie d'un concept en devenir. Et ce d'autant plus que tout groupe humain ou communauté possède son langage, ses symboles et leur signification. Le langage et le discours semblent davantage dévoiler des identités flottantes dans des postures, au moment de prise de parole et dans les conditions de la performance du verbe, se révèle Ousmanou, mettant mot à tout et Dawaga Samari T1.8. L'apport de Samake T3.12, prenant appui sur Le Fils de la femme mâle, roman de Maurice Bandaman 1993, explore le genre, représentation et signification. Il y convoque les notions d'hybridité, de marginalité, rejet,
conséquence d'une transgression d'interdit, de la morale et de la norme, comme le pense Anno T1.3 ou Maufray T3.11. En somme, ces conséquences affectent tout comportement déviant et dévié. L'historique du genre apparaît dans bon nombre de contributions. Cependant, les auteurs l'assortissent de nouveaux attributs. Ainsi, la notion d'altérité s'impose dans ce face-à-face des êtres souvent en quête d'eux-mêmes. Le Zoukoffi T1.6, dans Expression et sens du genre, une lecture de Crépuscule du tourment, Miano 2016, évoque cette notion d'altérité dans une perspective interculturelle. L'association identité-altérité s'exerce dans une confrontation permanente des individus et des stratégies identitaires. Or, l'altérité exige des lieux de rencontre, un tiers-espace qui ne soit ni ceux de la culture, du féminin et encore moins du masculin. Ces espaces à la fois d'affrontement et confrontation, mais véritables cadres de reconstruction, sont appelés à une vocation pluriculturaliste et interculturaliste dans une perspective du bien vivre ensemble. La notion d'identité à son tour se développe à partir d'adjectifs exprimant la complexité du genre. Que l'on évoque une identité sexuelle ou culturelle par-delà les frontières du corps, une identité du féminin, Ngoran tome 1.7, et du masculin, ou alors une identité plurielle, Ousmanou, Metangmotatu, Dawaga Samari T1.8 et Nurkam T2.8, une certitude s'impose, l'hybridité s'installe dans la nature humaine et bouscule les conceptions anthropologiques anciennes de l'être. En effet, le recours à une isotopie du changement de la personne qui semble faire glisser davantage le genre vers l'identité, atteste d'une situation d'hybridité, d'androgynie. Des transgressions observées aux métamorphoses et transformations, le lexique de la transmutation affecte la notion de genre. C'est dans ce cadre que certains préfixes mettent en exergue la vérité du changement. Le préfixe trans replace le lecteur non seulement au cœur du sujet débattu à travers les contributions qui composent la traversée culturelle du genre, mais également dans cette sortie du cadre et des limites des notions de base, genre et sexe. La modification qui s'impose au corps en cours de modification, physique ou psychique, ne peut que déplacer les limites d'un ordre ancien, autant qu'elle traverse le corps humain pour une nouvelle apparence ou appartenance, sans qu'on puisse cependant parler de transhumanisme. Les préfixes de D dans l'expression dégenreur son corps, Brandon thème 3.3, intersexualité, Hung thème 3.7, personne intersexuée, Dion et Buchy thème 3.6, asexué et bisexualité, Bernadette thème 3.2, participe de la même volonté d'abolir le genre, Koulibaly T3.28, de le renverser et de gommer les sexes, Bernadette T3.2. Ainsi donc, ni masculin ni féminin et après avoir défait le genre, Gangmi T2.4, seulement des êtres qui auront choisi leur état d'humain pour ne pas dire leur destin. Tout ceci montre à quel point la notion du genre se vit à l'épreuve du réel, Cholet Achour T3.4. Des identités féminines en profonde mutation. C'est du moins ce que met d'abord en évidence la traversée culturelle du genre. Si le processus de mutation concerne les corps, il touche également aux mentalités, à la société tout entière. La révolte des femmes que met en exergue Abomo-Morin, T2.1, se veut symptomatique d'un mouvement plus général et plus soutenu. Elle mime, suivant les cultures, le refus de l'autorité phallocratique. Les retournements de leurs conditions et le rejet de la tradition qu'opèrent les femmes dans les premiers romans de Calixte Beyala, 1986, et de Leonora Miano 2005, consistent en la destitution de l'homme et en la répudiation des époux. Ils ont renié leur rôle de père pour n'être désormais que ces amants qui paient ou violentent le corps féminin. Beyala, Inabomo-Morin, tome 2.1. Ils s'avèrent incapables de défendre ou sauver un enfant d'une mort atroce. Miano, Inabomo-Morin, tome 2.1. Pour ces raisons, ils méritent d'être déchus de toute autorité et de tout pouvoir. La mutinerie féminine procède de la mutation des identités autant que de l'investiture au trône de l'autorité, de la prise des décisions et de la gestion de la communauté. Le corps féminin marocain qui se rebelle participe de cette mutation d'identité. Même si le contexte se veut différent, tel apparaît également le comportement du personnage d'Emma, Agnan 2001 que présente Gebanou T1.5. Cette femme à l'assaut de l'histoire coloniale, refuse le français, langue de domination de son peuple. L'acte de refus devient cette geste salvatrice par laquelle on décide d'être autre, d'être différent donc libre. S'il est vrai que Sion Kuon, tome 1.10,
évoque la présence de femmes dans les sociétés nommées Goloa. Ceci ne concerne que des sociétés d'initiés réservées aux femmes seules et où toute mixité est prohibée. Ce cas, comme dans tant d'autres où les femmes sont amenées à se retrouver, confirme ce rapport au pouvoir entre les sexes qu'évoque Afurumu, tome 1.2. Il exige l'aménagement d'espaces d'affrontement et d'antagonisme, sans que ne puisse vraiment prendre forme une quelconque sortie de la gent féminine de son ghetto. Rakoto Son Rakut Baking Soon, tome 1.9, assure de son témoignage des transformations et de l'évolution des rapports intergenres dans la société malgache. Le regard que posait Mariam Abba, 1979, sur la société sénégalaise de son époque se révélait d'une grande sévérité. Diouf, T2-3, sans rendre compte d'une évolution possible de la condition féminine tant au niveau des mœurs, des pratiques que du pouvoir politique, rappelle cependant qu'une si longue lettre reste un plaidoyer. Nfunum, T2-6, observe que les devoirs de la femme dans la société y-olais n'ont pas changé pendant la période coloniale, mais omet d'évoquer la situation des femmes depuis l'indépendance du pays. En somme, en dépit de quelques avancées, la pénalisation de la femme persiste dans l'univers professionnel. Et pourtant Apo Philomène Seka, T2-9, évoque ce qu'était le pouvoir de la femme. Figure marquante et symbolique de la grandeur de la femme, la reine Puku, dont Véronique Tadjo retrace l'histoire, 2005, apparaît comme celle qui porte l'oriflamme du sacrifice parmi les reines d'Afrique. En sacrifiant son fils unique pour sauver son peuple, elle a compris l'ultime valeur des êtres et des communautés. L'identité féminine ne semble se construire que dans le renversement des pratiques longtemps entretenues dans les sociétés. Cette érection de soi en un être autonome, conscient de ses devoirs et de sa puissance, s'appréhende en tant que pouvoir et contre-pouvoir. La conquête d'une destinée ne se réalise que dans le refus des entraves imposées et donc extérieures à la femme. La nouvelle perception du soi féminin ne peut dès lors qu'allier les notions d'intérieur et d'extérieur à soi. En effet, pour le remodelage de l'être féminin qui décide de retracer les frontières de son corps ne peut se réaliser que dans ces espaces. Si le 8 mars s'inscrit dans les calendriers comme la Journée internationale de la femme, c'est plutôt la scolarisation et l'éducation qui apparaissent comme des agents par excellence de la mutation en profondeur de la destinée féminine. Elle est cette rébellion organisée en douceur, en profondeur et dans la durée. Au-delà du féminin et du féminisme. La détermination à défaire le genre afin de passer du sexe social au sexe des faits occupe le texte de Gangmi T2-4. La chronique de la mort annoncée des deux seuls genres, féminin et masculin, que développent les textes d'Ano, T1-3, et de Koulibaly, T3-5, par exemple, recense les signes qui ratifient la fin de ces approches traditionnelles du genre et du sexe auxquelles la critique a été habituée. Cette volonté affichée de détruire un mode de pensée, et cette relation anticipée de sa disparition confirme dans le même temps que le genre ne concernerait pas que le masculin et le féminin. La convocation de ce précepte ne ciblerait plus uniquement les revendications sur les droits des femmes et ne s'attacherait plus seulement au corps de la femme, Kofi T2, 6. La recherche initiée par les auteurs scientifiques de la traversée culturelle du genre apparaît comme cette boîte de Pandore. Ce qu'elle contient confirme et exclut le fait que combat qui se déroule ne peut désormais être confisqué une catégorie sociale. Il a cessé d'être celui pour les droits de la femme uniquement. La revendication à disposer de son corps figure ainsi en première place parmi les droits exigés par certains hommes. Les contributions touchant à la transformation de l'anatomie humaine sont révélatrices d'une tendance en évolution. De la modification de l'organe sexuel, à l'intersexualité, à l'androgynéité et à d'autres pratiques transformationnelles liées au genre, elles attestent du dépassement de l'unique situation ayant trait à l'inégalité homme-femme. L'exploration des autres genres au Japon. Lévy, T3-9, décrit le surgissement d'un état humain, du moins dans la prise de parole publique, de la possibilité d'un au-delà du masculin et du féminin. Elle confirme la variabilité du masculin et du féminin, de la masculinité et de la féminité, comme l'évoque Adjumani, T1-1. On comprend pourquoi Marigno et Villard, T3-10, mettent en évidence le paradoxe qui frappe la virilité, un paradoxe qui mène l'homme à sa déchéance. En effet, la métamorphose des individus met fin à la conception traditionnelle du genre et transgresse les limites millénaires des relations à soi et avec l'autre sexe genre.
Elle tente par la suite de se trouver une légitimité T2. Ainsi, l'homosexualité féminine se justifierait-elle dans une pratique sexuelle de substitution pour dominer sans être dominée, pour prendre son plaisir sans être pénétré, Cholet-Achour T3-4. En somme, c'est l'être humain en général qui, condamné en raison de son sexe de naissance à un certain mode d'existence prescrit par la société, tente de modifier son destin, de le plier à sa convenance physique et mentale. La contrainte sociale, comme toutes les conventions et législations mises sur pied pour réguler les groupes d'individus, la religion apparaissent dès lors comme des entraves à faire sauter pour atteindre son plein épanouissement. Le risque est dès lors grand de transgresser les interdits et de contrevenir à la morale. On doit T3-11, évoquant Achille Mbembe 2000, pose la question d'un communautarisme identitaire qui brouille la matrice hétérosexuelle en la dénaturant. Ainsi, le travail de Benel Bida, tome 3.1, rend-il compte d'une certaine perversion du genre et du sexe à l'origine de l'androgynie. On peut évoquer l'idée de corruption de l'être, liée à la mise en exergue des positions, des capacités et des postures qui fondent la virilité. En effet, si tu es un homme, tout appartient, si tu es une femme, rien n'est à toi. Le monde est entre tes mains, surtout ne le quitte pas, ne le gâche pas. C'est sur cette dénaturation du corps de l'enfant, bousculé sans son consentement, que s'inscrit la réflexion de Hung, T3-7. Ce dernier s'intéresse en effet à la fabrique des identités, à la manière dont on appréhende les notions de sexe ou de genre. Il pose avec acuité le problème des enfants homosexuels, intersexués, prostitués, chassés de leur famille et amenés à constituer par eux-mêmes leur propre communauté, donc à bâtir leur identité. Il rejoint Karima Benelbida, T3-1, dans la dénonciation des viols et de l'inceste que subissent les enfants. En effet, au sein même des familles, de nombreux parents pédophiles, protégés par l'omerta, condamnent leur propre progéniture à subir des exactions sexuelles répétées qui brouillent finalement la perception de leur corps. Les relations avec celui qui a donné le jour évoluent dès lors, dans une confusion totale. Ainsi donc, la question que pose le genre ne touche pas à l'unique féminin. Elle est liée à un sentiment profond de différence, de ne pas être comme les autres, comme tout le monde. Elle brise une certaine notion de similarité entre les êtres humains et les communautés. En somme, ce désir de singularisation qui s'impose à l'individu, peu importe son âge, prévaut sur sa vie même. Ce sentiment peut également naître chez une personne dont on a perverti le corps et l'esprit par des traumatismes. La décision de transformer son corps revêt une telle intensité que tous les travaux lui accordent un intérêt particulier dans lequel n'intervient aucun jugement. La traversée culturelle du genre annonce la richesse et la densité des sujets que suggère le concept de genre. Si elle énonce une réflexion transnationale, transculturelle, elle rend compte de la diversité des cas exposés. L'ampleur des isotopies recelées, comme l'étendue de celle du lexique qu'elle déploie, confirme non seulement l'intérêt du sujet, mais également la nécessité d'une attention particulière. On ne peut s'étonner dès lors que le genre convoque des domaines d'études et d'approches divers pour mieux le décrypter et circonscrire. 2. Traverser des domaines de recherche et d'approche du genre. Dès que se présente l'occasion d'évoquer le concept du genre, se découvre aussitôt une rare richesse lexicale ainsi qu'une multitude de domaines qui s'y intéressent. On ne peut donc pas oublier la complexité même d'un tel sujet. Le fait que le titre de l'ouvrage s'attache à l'expression traversée culturelle amène à des méthodes de recherche et d'approche où l'on frôle une tentation d'exhaustivité. La préface ne saurait se concevoir comme un catalogue, ni comme une récapitulation extensive des parcours empruntés pour construire un discours infini. Elle tient cependant compte, dans un premier temps, des apports en sciences sociales et sciences humaines. Elle recense ensuite les genres et écoles littéraires convoqués, avant d'évoquer les arts et médias, support des réflexions exposées. Quel domaine des sciences sociales et humaines ? Sans rentrer dans la description des disciplines anthropologiques et sociologiques convoquées dans certaines réflexions, on observe combien celles-ci servent de tremplin aux recherches qui figurent dans la traversée culturelle du genre. Elles fondent leur légitimité dans l'étude de l'être humain, de son milieu, de sa culture, des notions d'individu et de communauté, de leur évolution. L'approche anthropologique a pour mission de saisir l'homme de manière pragmatique. Elle s'intéresse à l'étude des groupes humains dans le temps et dans l'espace.
Non seulement elle en souligne les ressemblances, mais elle en évalue également les dissimilitudes. Science qui met en exergue monographie et description de peuples, elle contribue à l'authenticité du regard des contributeurs dont les champs d'investigation correspondent à des zones précises. En effet, l'étude d'un groupe ethnique tel que les Wé de Côte d'Ivoire, Sionkouon, T10, et l'évocation d'une association secrète de femmes dans une société traditionnelle trouvent bien leur place dans cette discipline. Il en va de même de la société Yaouré, autre groupe ethnique de Côte d'Ivoire, dont Kwame Temde6 annonce l'étude à travers le temps. L'observation d'une communauté dite traditionnelle, inscrite dans un moyen ou long terme, vise à rendre compte, à expliciter ce qui forge son unité, sa diversité culturelle et biologique. Concomitamment, elle se préoccupe de l'évolution des êtres et de l'environnement en tant que processus de continuation de l'existence. Ainsi, Lévi T3-9 ausculte la société japonaise à travers le temps. Ngoran T1-7 fixe dans une anthologie les mondes africains contemporains. Adjunami T1-1 augure la première partie de l'ouvrage sous la perspective psycho-anthropologique. Ce faisant, elle impulse à la notion de culture cette capacité de convergence et de complémentarité, mais également de diffraction, qui rend singulière chaque région du monde ou distingue tout possible sous-groupe humain. L'observation et l'étude de phénomènes sociaux, en tant que faits physiques, quantifiables et concrets, que proposent bon nombre de contributeurs permettent d'évoquer des approches sociologiques de ces faits. Le lieu n'est pas ici de savoir si cette sociologie relève de tel ou tel penseur ou école, mais d'appréhender tout simplement comment les phénomènes sociétaux observés sont rapportés. On peut retenir cependant que la sociologie n'implique pas la conscience de l'individu, mais s'attache à ce qu'on lui impose de l'extérieur. Le constat que mettent en exergue les initiatrices du projet, la traversée culturelle du genre naît des faits observés. Si elles invitent à se pencher sur le concept du genre, c'est pour mieux croiser les phénomènes qu'il fait sourdre d'un champ disciplinaire à l'autre, d'une région à une autre. Du moment où l'on touche à la culture, aux notions de normes, d'organisation sociale, de déviance, il participe de la création et de l'initiation de faits sociaux qui ne manquent pas de s'étendre. L'invitation à s'exprimer sur la traversée culturelle du genre suppose la mise en évidence de ces faits. Ainsi, chaque étude rend-elle compte d'une ou de plusieurs de ces manifestations étudiées. La variabilité de la perception même du genre, Adjumani, tome 1.1, masculin ou féminin, Lévi, T3-9, instaure une comparaison dans les situations examinées. L'entreprise d'observation de manifestations sociales se conclut en une évaluation de leur évolution. Les dites mutations apparaissent aussi dans les représentations de l'univers examiné, qu'il s'agisse de l'univers de la tradition ou de celui de la modernité. Elles figurent dans le changement de statut de la femme, Kofi T2-6, comme dans les nouveaux modes d'appropriation du genre, Lévi T3-9. Elles se dévoilent dans les luttes de pouvoir ou dans la rébellion de la femme, confinée dans les sphères où dominent les pratiques et coutumes ancestrales, Abomo Morin, T2-1. Elles affectent l'individu, peu importe son genre, dans son besoin de changement quel qu'il soit et de bien-être. L'insertion socioculturelle, le Zoukofi, T1-6, s'instaure comme une priorité dans des sociétés dont la transformation devient elle aussi inévitable. Amenées à bouger, à se mélanger, dans les villes, au-delà des frontières claniques, tribales, nationales ou étatiques désormais poreuses, les populations aspirent à un bien-vivre ensemble qui se légitime dans la construction de communautés plurimulticulturelles. La création de ces nouveaux espaces devient la condition indispensable de la survie de l'humanité. L'école et la scolarisation des jeunes, surtout des filles, appartiennent à cet autre champ de recherche que les contributions entendent introduire dans ce mouvement de la traversée culturelle du genre. Fadili T1-4 scrute les manuels scolaires et les politiques éducatives. Elle reste convaincue qu'une éducation au genre est susceptible d'opérer une ouverture culturelle à l'école, vu que c'est l'endroit où se forge une identité culturelle féminine et masculine, confère résumé. L'évocation de l'instruction des femmes, Sionkouon, T1-10, et des enfants apparaît comme un retentissant regret en ce qui concerne les prises de position susceptibles d'entraver l'évolution des mentalités. Ce regret se lit en filigrane dans la fabrique du queer des identités, Hung T3-7. L'avant-dernier champ disciplinaire sollicité dans cette traversée des domaines scientifiques touche à la philosophie et à l'éthique.
La réflexion de Gankama, T2-5, paraît d'autant plus intéressante qu'il aborde la question du genre en rapport avec la conception même de l'humanité, de l'avenir de l'humanité. L'apport des biotechnologies a certes pour but l'épanouissement de la femme, la lutte contre la stérilité des couples. Pour autant, le philosophe ne manque pas de s'interroger sur la réification de l'organisme humain. En somme, la plupart des études proposées revisitent les prises de parole sur le genre ainsi que les bibliographies désignant les auteurs de ces paroles. La traversée culturelle du genre constitue en ce sens une traversée de la parole, des mots et des prises de position. Les champs disciplinaires dans leur variété rapportent les voix et les échos de débats antérieurs, discussions dont la littérature et les écoles littéraires restent également les détentrices. Le genre, littérature et école littéraire. La littérature ne participe pas moins aux interrogations que suscite le concept de genre, ce que prouvent les genres littéraires convoqués, ainsi que les mouvements et écoles de pensée sollicités. L'écriture romanesque apparaît d'emblée comme support le plus représentatif, à partir duquel surgissent les réflexions et les contributions. Elle se met au service de l'explicitation du concept, de la formulation ou reformulation de ses attributs. Elle en provoque ou suggère les attentes et les aménagements. Chaque genre, dans sa spécificité, donne de la voix au concert de points de vue, de prise de position, ou tout simplement des observations retenues pour aborder la notion du genre. Les travaux menés à partir des romans rendent compte non seulement de l'intérêt que porte ce genre littéraire sur la question en étude, mais également de la diversité des analyses et des éléments qui enrichissent le traitement du sujet. Les 26 ans qui séparent la publication d'une si longue lettre, Bas, 1979, et L'intérieur de la nuit, Miano 2005, se veulent un véritable moment de prise de conscience publique du combat des femmes en Afrique. Ces années témoignent de ferventes recherches, de publications, de positionnement par rapport à ce qui, loin de n'être qu'un concept, apparaît bien comme un fait social. Ainsi, Adjumani tome 1.1, qui organise sa réflexion autour des romancières de la diaspora issues de l'Afrique subsaharienne, précise la nature de la réflexion à mener. Elle confère par ailleurs au roman toute sa place dans le débat autour de la thématique à compulser. Sa quête repose sur une question essentielle. La représentation du genre peut-elle être effectuée par un individu à cheval entre deux cultures, deux systèmes de signification différents ? Si cette contribution inaugurale repose davantage sur des mots femmes écrivaines, celle d'Anno T1-3, tout en exploitant également le roman de l'Afrique noire francophone, interroge particulièrement sur les textes des romanciers. Aussi, que l'on évoque l'écriture féminine ou masculine, l'exposition du concept genre dans le roman laisse entrevoir cette complexité du sujet déjà évoqué. L'écriture, féminine ou masculine, ne souffre d'aucune complaisance dans le rapport des faits énoncés. On ne peut être dès lors étonné que l'exploration et l'exploitation des romans révèlent une prédominance du discours social, notion essentiellement travaillée par Marc Angenot 1989, dont l'une des branches est la sociocritique. Appelons discours social, non pas ce tout empirique, cacophonique à la fois et redondant, mais les systèmes génériques, les répertoires topiques, les règles d'enchaînement d'énoncés qui dans une société donnée organisent le dissible, le narrable et l'opinable, et assure la division du travail discursif. Il s'agit alors de faire apparaître un système régulateur global dont la nature n'est pas donnée d'emblée à l'observation, des règles de production et de circulation, autant qu'un tableau des produits. Angenot 1989, chap. 1. Par 2. Le genre constitue un fait social dont l'analyse impose de ce fait un discours social. Mais sa cruciale révélation l'inscrit par ailleurs dans le discours postcolonial et de la pensée postcoloniale que définit Achille Mbembe, en 2006, dans la revue Esprit, autant que dans la postmodernité Anno 3. Ces deux événements, littéraires et historiques, non seulement correspondent à la relecture des univers souvent pensés par d'autres forces, autant que leurs échecs, mais impulsent la réflexion sur les nouvelles orientations qui affectent l'individu et la société. La déconstruction à l'œuvre dans le roman et parfois, la difficile reconstruction sociale ou individuelle qui ne s'amorce pas nettement confirme le bouleversement du monde. La littérature orale n'est pas en reste dès lors qu'il faut évoquer le cloisonnement ou les oppositions fondées sur le genre, masculin et féminin, Afurumu T1-2.
Cependant, les contributions s'appuyant sur les genres oraux sont infiniment moins nombreuses que celles recensées par rapport au roman. La mise en évidence du mythe dans son rôle d'entretien du pouvoir et de la supériorité des hommes sur les femmes en atteste la difficile mutation sociale. Véronique Tadjo reprend la légende de la reine Poku, CK T29. Ce faisant, elle met au jour le renversement de la situation qui prévaut. Non seulement elle salue celle qui a su représenter des qualités supérieures pour régner sur son peuple, en tant qu'héritière détentrice d'un pouvoir ancestral, mais elle l'élève également au rang de mythe. En somme, comme les sciences sociales et humaines, la littérature, surtout le roman, le courant postmoderne et la pensée postcoloniale constituent aussi les bases de réflexion sur lesquelles repose la traversée culturelle du genre. Il en va de même de cette autre expression du genre développée par les contributeurs, celle des arts plus modernes, qui amène à l'évocation de l'intermédialité. La traversée culturelle du genre, art et interartialité. Comme la littérature, les arts visuels et sonores tiennent donc leur place dans la fusion des procédés et moyens qui rendent compte de la question mise en débat. Mais comment s'y pose cette interrogation ? Les questionnements de l'artiste photographe japonais, dont Brandon T33 évoque le travail, les inquiétudes, les convictions dans une société postmoderne relèvent d'une prise de conscience existentielle. L'artiste qui se travestit dans un jeu de rôle où le corps devient un espace flottant, une somme de désarticulation, contractures et postures permanentes, épousant la condition humaine dans sa complexité, s'inquiète. Il interroge cette crise d'identité. Comment trouver du sens à l'envahissement du capitalisme au Japon depuis l'ouverture de l'époque Meiji ? De son point de vue, situé mais bouleversé et fragilisé, il interroge quelle place donner à nos corps quand un pays entier passe d'un système féodal à une industrialisation capitaliste. Ses œuvres interrogent ce passage créé par l'ouverture du Japon dès 1868, un espace d'entre-deux, doublé par l'éclatement du modernisme, confère. Brandon T33, Introduction. Le corps que l'on plie aux exigences du jeu, pour mimer le basculement des corps dans un changement, se fait expression du genre, autant que la photographie devient non seulement un espace autre, mais également celui de l'hybridation. Le recours à la peinture, à la photographie comme au théâtre ancestral, dans la multiplication des personnages que donne à voir le corps flottant, soumis au rituel de performance, exprime de manière tangible ce flottement entre genre et sexe que traduit l'artiste. Le discours du corps, dans la scène du théâtre ancestral, Brandon T33, comme celui de l'image, de la photographie, de la peinture, est d'autant plus persuasif et expressif qu'il relève de monstration comme de l'ekphrasis. Le jeu scénique, véritable représentation de la condition humaine tergiversant dans le contexte de la dissolution sociale dont rend compte la postmodernité, n'est alors que plus éloquent. De la volonté de mettre l'accent sur les diversités, les croisements, les marginalités propres à la société indienne contemporaine que déploie l'artiste Pushpamala, une artiste indienne, Nurkam, T28, survit un discours visuel et sonore. L'évolution de son art, de la sculpture à l'installation, à la photographie et à la vidéo confirme une situation de révolution, celle du discours de César qui mute d'un cadre intime à un autre plus ouvert. Discours souvent sans phare ni circonlocution sur le genre, c'est ainsi que se révèle l'image, surtout si elle se développe autour des tabous et des pratiques sexuelles qu'on sanctionne sévèrement. La production d'images ou les représentations iconographiques, Marigno, T310, sont donc en ce sens une émergence d'un discours qu'il faut savoir décrypter. En effet, comme le rappelle Michel Melot dans L'image n'est plus ce qu'elle était, l'image n'est ni un concept ni une association d'idées successives. Elle ne parle pas. Elle n'a pas de grammaire. Elle montre, reproduit, informe, imagine et l'essentiel de ce qu'elle exprime est irréductible au langage. Alors que s'associent couleur, forme, ligne, masse, étendue, continuité ou discontinuité, taille, c'est justement dans cette conjonction qu'il faut comprendre ce qui se révèle sur le genre. Le corps soumis aux contorsions, Bernadette T32. Le corps molesté et avili, livré sur un écran de télévision, Nurkam, T28 ou de cinéma, Benelbida T31. Le corps travesti ou recouvert d'un masque au moment du carnaval, Maufray, TM311, ce corps ne cesse de mimer le bouleversement de tout ordre habituel. Il est désormais le reflet d'une société instable, mais toujours campée sur un ordre ancestral et patriarcal. Le moment du travestissement semble alors dire le monde réel dans sa volonté de transgression, son désir de liberté.
Et si les images peuvent quelquefois servir à la construction d'un imaginaire, Lévi, t. 3-9, elles sont une monstration et un discours éloquent sur la cause ou le thème qu'elles illustrent. La télévision journalisme, Ousmanou et Ali, t. 1-8, livre à son tour et en direct ce corps dont les mouvements épousent la langue qu'on parle. Les postures adoptées, tension du haut du corps et des membres supérieurs, et la tonalité OPT et accent aigu prennent une envergure particulière, surtout dans une situation de bilinguisme, anglais et français, étant entendu que le locuteur peut naviguer de l'une à l'autre à son gré. L'accentuation de certains mots ou phrases, peu importe la langue, s'accompagne de mouvements vifs ou légers, autant qu'elle grossit ou allège les traits du locuteur. Le discours dynamique, décidé et ferme, de l'intervenante, surtout lorsqu'il s'agit d'évoquer la raison qui a présidé à l'instauration de la Journée internationale de la femme, GIF, sous-tend cette construction des identités. Ainsi, l'appréhension du concept de genre à travers les arts s'inscrit dans l'interracialité, autant que tout l'ouvrage La traversée culturelle du genre reste la somme de savoirs et de connaissances que livrent les différents domaines de recherche évoqués. Peut-on encore s'étonner qu'un tel thème d'étude ait provoqué un si grand engouement parmi les chercheurs ? Le débat est nécessaire, ce que légitime les apports retenus ainsi que les bibliographies qui s'y attachent. Et pourtant, peut-on affirmer que la traversée culturelle du genre se conçoit sans écueil ? 3. Une révolution en écueil, paradoxe, questionnement et incertitude. L'entrée fracassante de la notion de genre dans les études universitaires comme dans la vie ordinaire des humains, s'apparente à une révolution. Elle constitue un cataclysme sociétal irréversible. Et du fait de sa brutalité même, non seulement elle bouleverse un ordre établi, mais elle devient imparfaite dans la mesure où souvent, les faits et les actes qui la constituent en précèdent la réflexion. Cette révolution ne peut dès lors que faire surgir des inattendus et des écueils que dévoilent les analyses de Trogueil, T3-14, et de Gankama, T2-5. Certaines contributions s'interrogent également sur les viols de mineurs, l'inceste, Benelbida, T3-1, comme sur la situation des enfants homosexuels chassés par les parents et la prostitution à laquelle ils ne peuvent pas échapper, T3-7. Le paradoxe d'une révolution. C'est ainsi que Trogueil, thème 3.15, explicite la traversée culturelle du genre. Alors que sa contribution apparaît déjà comment la conclusion des débats et réflexions menées, elle prend les allures d'une rétrospective des mouvements, des revendications et des projections sur le sujet. Quel contenu concèdent les notions de révolution et de paradoxe qui constituent les deux axes principaux, sur lesquels l'auteur de l'analyse construit sa pensée ? Si en effet, la révolution confère à un reversement par la force de l'ordre établi, de ce qui existe, d'une pratique ancrée dans le temps, elle porte une part de violence aux effets heureux et malheureux. La liberté de jouir de son corps, de le conformer à son désir, se distingue ainsi à travers la traversée culturelle du genre. Le choix de son sexe autant que la variabilité de la perception du genre, Adjumani, T1, Kwaku, T3-8, révèle le degré d'indépendance dans le désir et la réalisation de la transformation de soi, de son corps physique et du corps social. Non seulement un lexique consistant, relevant du domaine de la transmutation, sous-tend cette révolution, mais le dessein de modification des normes en vigueur s'adosse sur la transgression, Marigno, T3-10, des lois et de la tradition. L'évocation d'une possible identité plurielle comme celle d'un troisième sexe, Koulibaly, T3-5, voit le jour. La fabrique d'images de femmes, Kwame, T2-7, ainsi que l'androgynéité s'imposent comme des phénomènes récurrents. Ces faits et situations rendent compte de l'intensité et du trouble qui attestent du changement des temps. Ils dévoilent une modification en profondeur des mœurs et des pratiques sexuelles. Enfin, ils bousculent l'être humain lui-même et modifient son environnement. Trogueil, T3-15, qui inscrit d'emblée son propos dans le poststructuralisme, démonte un ensemble de mécanismes qui ne peuvent cependant pas aboutir. L'analyse qu'elle initie à partir des romans de Beyala, 2003 et Daido 2008, se veut une déconstruction d'une révolution qui finalement n'apparaît plus comme une réussite totale. En effet, les contradictions observées dans les rapports entre l'homme et la femme atteignent un degré extrême d'absurdité. La femme se masculinise à outrance. L'interversion des comportements autant que les dispositions liées à chaque sexe s'accentue. Si la femme se caractérise par son hyperactivité, sa suractivité,
Perdant toutes ses prérogatives de l'être féminin, la sensibilité maternelle et le désir de maternité, l'homme s'efféminise. On ne peut s'étonner dès lors que l'auteur, qui avoue reprendre la structure de l'expression de Frantz Fanon, peau noire, masque blanc, la conçoive à sa manière, peau féminine, masque masculin, et peau masculine, masque féminin. Cette nouvelle manière de lire la notion du genre telle qu'elle se développe chez les romancières évoquées, dévoile le surinvestissement des femmes, persuadées qu'elles ne peuvent gagner leur combat que de cette façon. Et pourtant, le revirement comportemental inattendu des Erwan de Beyala, 2003 et d'Aido, 2008, dévoile l'échec d'une révolution qu'on a cru. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.